Un garçon noir sauva la vie d'une policière enceinte lors d'un moment critique. Il n'imaginait pas, à cet instant précis, que son acte de courage non seulement lui permettrait de sauver la vie de celle-ci, mais qu'il déclencherait aussi des changements qui affecteraient toute sa famille. Avant d'entrer dans cette histoire émouvante, le public était invité à indiquer d'où il regardait et à s'abonner pour suivre d'autres parcours inspirants. La rue animée grouillait, comme toujours, de klaxons de voitures et du brouhaha des passants se mêlant à la chaleur de la matinée. Léo avançait à grandes enjambées sur les trottoirs fissurés, slalomant entre les marchands ambulants et les gens pressés. Le quartier, toujours si vivant, était quelque peu chaotique, à l'image de la vie quotidienne de Léo. Dans la poche de sa veste, l'ancien bracelet-montre de son père pressait doucement contre le tissu. Même si l'horloge était arrêtée depuis fort longtemps, pour Léo, elle représentait bien plus qu'un simple souvenir. C'était un symbole d'espoir. La voix de son père résonnait dans son esprit à chaque fois qu'il la tenait, lui rappelant sans cesse « N'abandonne jamais la justice ». Même quand personne d'autre n'y croyait, il fallait garder la foi. Son père, Gustave, avait été injustement incarcéré pour un crime qu'il n'avait pas commis, laissant la famille de Léo se débrouiller seule, pendant que sa mère, Catherine, travaillait sans relâche dans une laverie. Comme un jour ordinaire, Léo traversait l'avenue principale en se rendant à l'école, l'esprit préoccupé par les tâches qui l'attendaient chez lui. Il ignorait que cette journée serait différente. Au coin de la rue, il aperçut une policière en train de gérer la circulation. Il reconnut Julie, un visage familier parmi les rares agentes qui souriaient aux enfants du quartier. Pourtant, ce jour-là, Julie paraissait épuisée sous son uniforme et son ventre légèrement arrondi montrait clairement qu'elle était enceinte. Léo pensa alors, malgré tout, elle continue d'assurer son service. Julie se tenait au milieu de l'avenue, faisant signe aux automobilistes de s'arrêter pendant qu'un gros camion se préparait à faire marche arrière dans une rue latérale. Au moment où le camion terminait presque sa manœuvre, un cri désespéré retentit. « Attention !» Léo se retourna et vit un homme filant à toute allure sur un vélo dont le guidon tremblait de façon incontrôlable. Le vélo déviait de manière erratique tandis que l'homme criait pour tenter de se rééquilibrer. Il était évident que la trajectoire était bien fixée. Le vélo fonçait droit sur Julie, qui, le dos tourné et concentré sur la circulation, ne se rendait pas compte du danger imminent. À cet instant précis, le temps sembla ralentir. Léo regarda autour de lui, espérant que quelqu'un crierait ou agirait, mais personne ne bougea. Quelques personnes restaient immobiles, filmant la scène avec leur téléphone. Sans hésiter, Léo se lança à toute vitesse vers Julie. « Madame, dégagez !»« Dégagez !» cria-t-il, courant de toutes ses forces. Elle se retourna juste à temps pour voir le vélo foncer vers elle, et avant que l'impact ne se produise, Léo l'atteignit et la poussa délicatement sur le côté. Tous deux vacillèrent, et Julie faillit perdre l'équilibre. Rapidement, Léo attrapa son bras pour la stabiliser, pendant que le cycliste, perdant complètement le contrôle, finit par s'arrêter à quelques pas. Le vélo heurta le sol avec fracas, et même s'il respirait difficilement, le pilote semblait indemne. Un petit groupe se forma alors, murmurant entre eux. Avec une main protégeant son ventre, Julie se tourna vers Léo. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient de gratitude. « Merci beaucoup, dit-elle d'une voix tremblante. Sans vous... » Léo secoua la tête, essayant de reprendre son souffle malgré son cœur qui battait la chamade. « J'ai vu que vous n'avez pas pu réagir à temps. Avez-vous mal? Ressentez-vous de la douleur ?» Julie secoua la tête et prit une profonde inspiration pour se ressaisir, même si Léo remarqua la sueur perlant sur son front. « Vous devriez vous asseoir un peu, » suggéra le garçon, inquiet. À contre-cœur, Julie se laissa tomber sur une marche proche, tenant toujours son ventre. Un homme du groupe, aux yeux sceptiques, s'avança et murmura « Ce gamin n'arrête pas de faire des histoires. » Léo sentit les regards critiques autour de lui, mais il les ignora. Il s'agenouilla pour mieux observer Julie et lui demanda, le visage tendu « Madame, ça va ?
Voudriez-vous qu'on appelle une ambulance ?» Avant même qu'elle ne puisse répondre, une voix ferme retentit derrière eux. « Julie, ça va ?» Léo se retourna et vit un policier grand et imposant s'approcher rapidement. C'était Marc, le mari de Julie et chef de la police, dont le visage trahissait une inquiétude sincère. Julie leva les yeux et répondit « Je vais bien, ce garçon m'a sauvé d'un grave accident. Sans lui, les choses auraient été bien pires. » Marc se tourna alors vers Léo, et ses yeux, qui montraient au départ de la méfiance, s'adoucirent en voyant la sincérité du jeune. Il se pencha et posa une main sur l'épaule de Léo en disant « Merci, mon garçon. Comment t'appelles-tu » Léo murmura « Léo ». Marc hocha la tête, mêlant sérieux et tendresse dans son regard. « Léo, aujourd'hui tu as sauvé ma famille. Je te dois énormément. » Léo hésita un instant avant de serrer la main tendue de Marc, ignorant encore que ce petit geste allait changer sa vie à jamais. Plus tard, Julie s'installa sur la marche, posant légèrement ses mains sur ses genoux et respirant profondément pour se remettre. Marc s'agenouilla à côté d'elle, les yeux emplis d'inquiétude, et demanda « Es-tu sûr de ne pas avoir besoin d'aller à l'hôpital ?» Julie lui sourit timidement et répondit « Je vais vraiment bien, Marc, je suis en forme. Je te suis très reconnaissante, toi et Léo. » En jetant un coup d'œil, Marc vit que le garçon restait là, serrant les bretelles de son sac, ne sachant pas quoi faire d'autre, mais ressentant au fond de lui une immense satisfaction d'avoir agi de la bonne manière. Marc se leva et s'approcha de Léo. Malgré sa silhouette imposante qui planait sur le garçon, toute la méfiance précédente avait disparu, remplacée par une gratitude sincère. « Léo, je ne sais comment te remercier. Sans toi, tout aurait été bien pire. » Léo se contenta d'un petit hochement de tête, ne sachant que dire. Marc poursuivit. « Tu as réalisé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour te remercier? Dis-moi ce que tu veux, et je le ferai. » Ces paroles inattendues étonnèrent Léo. Une partie de lui voulait dire qu'il ne demandait rien, que le fait d'avoir aidé Julie était tout simplement la bonne chose à faire. Mais alors l'image de son père, Gustave, apparut dans son esprit, l'homme qu'il aimait et en qui il avait confiance, désormais emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Avalant difficilement, Léo leva les yeux vers Marc avec une détermination nouvelle et dit d'une voix tremblante mais assurée « Je n'ai besoin de rien pour moi, mais j'aimerais que vous réexaminiez l'affaire de mon père. » Marc s'arrêta, surpris par la demande du garçon, ne s'attendant pas à une requête aussi sincère. Autour d'eux, les murmures s'intensifièrent et quelques regards interrogateurs se croisèrent. « Ton père ?» demanda Marc, cherchant à rester calme. Léo hocha simplement la tête, prit une profonde inspiration pour rassembler son courage et poursuivit. « Il s'appelle Gustave Silva. Il a été arrêté pour vol, mais il est innocent. Je sais qu'il n'a rien fait. Je vous demande simplement de réexaminer son dossier. » Sa voix se brisa un instant, luttant contre l'émotion. Julie, déjà debout, s'approcha doucement de Léo et posa sa main sur son épaule pour le réconforter. « Marc, je pense qu'il faut écouter ce qu'il a à dire, » suggéra-t-elle d'un ton encourageant. Marc resta silencieux quelques instants, l'air pensif, conscient qu'ouvrir à nouveau un vieux dossier engendrerait bien des complications, pour son service. Cependant, l'espoir et la conviction qui brillaient dans les yeux de Léo rendaient impossible de négliger sa demande. Marc se pencha et, le regard bien en face de Léo, déclara d'une voix ferme mais douce « Très bien. Léo, je ne promets rien pour l'instant, mais je vais examiner l'affaire. Raconte-moi tout ce que tu sais sur ton père. » Léo, mordillant sa lèvre, vit ses yeux s'illuminer d'un espoir nouveau en commençant à raconter son histoire. Son père, Gustave, était un homme travailleur et aimable qui travaillait dans une entreprise de sécurité. Un jour, il fut accusé d'avoir volé des marchandises dans l'entrepôt de l'entreprise. Les preuves contre lui semblaient accablantes. Les caméras de surveillance montraient quelqu'un lui ressemblant et le témoignage d'un collègue semblait le corroborer.
Mais Léo savait dans son cœur que son père n'aurait jamais pu faire cela. Gustave avait toujours vécu avec intégrité, se dévouant corps et âme pour subvenir aux besoins de sa famille, et répétait souvent « Je préfère perdre mon emploi que trahir mes principes ». Marc écouta attentivement, hochant la tête de temps à autre, conscient de la forte conviction de Léo, même si cela ne suffirait pas à disculper Gustave. « Te souviens-tu d'autre chose qui pourrait t'aider » demanda Marc. Après un court moment de silence, Léo sortit une vieille montre de la poche de sa veste et la tendit à Marc. « C'est la montre de mon père. Le jour de son arrestation, il l'avait laissée chez lui. Quand ils ont montré la vidéo de surveillance, la personne dans l'enregistrement portait une montre identique. Je sais que ce n'était pas lui. » Marc examina la montre, devenant sérieux devant ce petit détail qui pourrait constituer une preuve importante. Il hocha la tête comme s'il avait déjà pris sa décision. « Très bien, Léo. Je vais commencer par là. » Avant de se séparer, Julie se pencha vers Léo et lui offrit un sourire chaleureux. « Léo, tu es incroyablement courageux et tu es un fils exemplaire. Ne perds jamais espoir. » Léo lui rendit son sourire, ressentant pour la première fois, ce jour, un véritable réconfort, tandis que Marc et Julie s'éloignaient. Il resta là, observant leur départ, et une petite lueur d'espoir s'alluma dans son cœur, l'espoir que la justice viendrait un jour secourir son père. Plus tard, Marc s'installa dans son bureau, la lumière tamisée d'une lampe, le bureau éclairant un vieux dossier portant le nom de Gustave Silva, écrit en lettres majuscules. Voilà le dossier dont Léo avait parlé. Le vol survenu il y a de cela plusieurs années qui avait conduit à l'emprisonnement de Gustave. Marc soupira en parcourant les pages de la plainte initiale. Un chargement d'une grande valeur avait disparu de l'entrepôt. Les caméras de surveillance avaient capturé l'image d'un homme ressemblant à Gustave quittant les lieux le soir même. D'autres preuves incluaient le témoignage d'un employé affirmant avoir vu Gustave dans l'entrepôt après la fermeture. Sur le papier, le cas semblait simple. Les preuves étaient solides et Gustave avait été condamné sans trop de difficultés. Toutefois, avec son expérience de détective, Marc savait que la vérité se cachait souvent derrière les apparences, surtout après le récit de Léo et le détail curieux de la montre, une piste minime mais suspecte. Tout en serrant la montre dans ses mains, Marc se rappela les mots de Léo. « Mon père ne portait pas sa montre ce jour-là, mais la personne filmée en portait une identique. » Si cela était vrai, quelqu'un avait sans doute fabriqué de fausses preuves. Marc fit alors appel à l'équipe qui avait initialement enquêté sur l'affaire de Gustave, incluant le policier Thierry, qui avait dirigé l'opération. Thierry, reconnu pour sa rigueur et ses méthodes peu conventionnelles, demanda « Chef, vous voulez vraiment rouvrir le dossier Silva ?» « Ce dossier a été classé depuis plus d'1 an, » répliqua Marc. « Et je pensais que tout était réglé. » Marc croisa les bras et fixa Thierry du regard. « J'ai reçu une plainte de la famille. Il y a des incohérences, notamment concernant la vidéo de surveillance et le témoignage. » Thierry haussa les épaules avec irritation. « Tu sais, bien que Silva purge déjà sa peine, rouvrir ce dossier ne fera que nous donner des maux de tête et ternira notre réputation. » D'un ton calme mais déterminé, Marc répliqua. Nous ne sommes pas là pour protéger les réputations, mais pour rendre la justice. Après un court silence, Thierry acquiesça. « D'accord, chef, je vais chercher les rapports. » Marc nota dans le regard de Thierry un mélange d'irritation et de réticence, comme si cette réouverture lui semblait être un fardeau inutile. En passant en revue les preuves, Marc découvrit quelque chose de curieux dans la vidéo de surveillance. Le début de l'enregistrement était net. Mais lorsqu'il montrait la personne quittant l'entrepôt, les images se brouillaient volontairement. Fronçant les sourcils, Marc se demanda s'il s'agissait d'un défaut technique ou d'une manipulation délibérée. Il demanda alors à l'équipe médico-légale de récupérer la vidéo originale, mais ils lui annoncèrent que les fichiers sources avaient été effacés. Ensuite, Marc chercha le témoin principal, Georges Mendès, un ancien employé de l'entrepôt,
dont le témoignage avait été déterminant dans la condamnation de Gustave. Cependant, lorsque Marc contacta Georges, celui-ci répondit de manière inattendue « Je ne veux plus en parler, monsieur. Ne m'appelez plus, s'il vous plaît. » Georges raccrocha abruptement, laissant Marc avec un sentiment désagréable. Il était rare qu'un témoin aussi important se rétracte ainsi. Alors que Marc tentait de faire avancer l'enquête, Léo se présenta soudainement au commissariat, portant une petite sacoche. « Oncle Marc, je crois que cela pourrait t'aider, » dit Léo en posant la sacoche sur le bureau de Marc. À l'intérieur, Marc trouva une carte d'accès, du type utilisé pour entrer dans l'entrepôt. Léo expliqua que son père, par inadvertance, avait rapporté la carte à la maison avant d'être arrêté. « Mon père a dit qu'il avait oublié de rendre la carte ce jour-là. S'il ne l'avait pas utilisée la nuit du vol, quelqu'un d'autre aurait pu l'employer pour l'incriminer. » Marc examina attentivement la carte et ses yeux s'illuminèrent. Cela pourrait être une piste cruciale. La carte doit avoir enregistré chaque passage, avec l'horaire et l'identifiant de l'utilisateur. Il fit immédiatement analyser la carte par l'équipe technique. Peu après, Marc reçut un appel anonyme. Une voix rauque et menaçante lui lança « Laisse tomber, Marc. Si tu continues à enquêter sur l'affaire Silva, tu vas perdre. Bien plus que ta réputation. » Marc serra le combiné avec force, sentant la sueur perler sur son front. Pour la première fois, il comprit que l'affaire était bien plus compliquée qu'il n'y paraissait. Derrière tout cela se cachait peut-être un réseau entier de corruption, voire une conspiration plus large. Malgré tout, Marc ne se laissa pas intimider. Il savait que chaque pas le rapprocherait de la vérité et peut-être l'amènerait également au péril. D'un air tendu, Marc se rendit dans la salle informatique pour examiner la carte d'accès que Léo avait apportée. C'était sa seule nouvelle piste, et il devait s'assurer qu'elle contenait des informations précieuses. Le technicien, un jeune nommé François, un prénom très courant, inséra la carte dans le lecteur, et le système commença à enregistrer chaque utilisation avec la date et l'heure. Il suffit d'attendre un peu que les données se chargent, expliqua François. Marc resta fixé sur l'écran. Après quelques minutes, les données apparurent. Marc retint son souffle en remarquant un enregistrement particulier. La carte avait été utilisée pour la dernière fois à 10h35 cette même nuit. Il fronça les sourcils en constatant que le code d'identification ne correspondait pas au numéro d'employé de Gustave. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il d'une voix grave. François leva les yeux, un peu confus, et répondit « Il semble que quelqu'un se soit fait passer pour lui en utilisant la carte. » Marc regagna son bureau, le malaise grandissant en lui. Si la carte avait été utilisée de manière frauduleuse, il était probable que la vidéo ait également été trafiquée. Cela renforça sa suspicion que l'affaire était manipulée. De l'intérieur, il passa alors en revue la liste des employés présents dans l'entrepôt cette nuit-là, et un nom se détacha. Georges Mendès, le témoin clé dont le témoignage avait été retiré. Marc décida de confronter Georges en personne. Après de longues heures de recherche, Marc se retrouva devant un immeuble ancien et décrépit. Lorsque Georges ouvrit la porte, son visage trahit une vive anxiété en apercevant Marc. « Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec ça », dit Georges d'une voix rauque. Marc maintint fermement la porte ouverte. « Je suis ici uniquement pour connaître la vérité. Si vous ne parlez pas maintenant, peut-être n'aurez-vous plus jamais d'autre chance. Voulez-vous porter ce fardeau toute votre vie ?» Georges hésita, ses yeux cherchant une solution, puis finalement soupira et invita Marc à entrer. Assis dans un vieux fauteuil, les mains tremblantes, Georges commença. « Ils m'ont forcé à dire que j'avais vu Monsieur Gustave dans l'entrepôt, mais en réalité, je n'ai rien vu. J'étais simplement en train de travailler tard, et quand le vol a eu lieu, je n'étais même pas aux alentours. » Marc serra les poings, tentant de garder son calme. « Qui vous a obligé à faire cela ?» demanda-t-il. Georges secoua la tête, la peur se lisant dans son regard. « Je ne peux pas le dire. Si je le fais, ils viendront me chercher. J'ai déjà vu de quoi ils sont capables. » Marc comprit qu'il ne pouvait pas insister davantage pour le moment,
Mais la confession de Georges confirmait que son témoignage avait été manipulé. Gustave avait été piégé par ceux qui voulaient dissimuler un problème bien plus vaste. Retour au commissariat, Marc chercha le policier Thierry. « Thierry, je viens de parler avec Georges Mendes. Il a avoué avoir été contraint de mentir. Explique-moi ça, s'il te plaît. » exigea Marc d'une voix ferme. Thierry fixa Marc, les lèvres serrées. Après quelques instants de silence, Thierry esquissa un sourire ironique. « Tu veux vraiment savoir, Marc? Parfois, il faut faire ce qu'il faut pour clore une affaire. » Marc, furieux, frappa la table du poing. « Faire ce qu'il faut? Tu entends bien ce que tu dis? Nous parlons de la vie d'un innocent. » D'un regard glacial, Thierry avertit « Fais attention, Marc. Réouvrir des dossiers clos peut être dangereux. Il y a ceux qui préfèrent que la vérité reste cachée. » Le cœur lourd, Marc recula, conscient qu'il ne combattait pas seulement pour libérer Gustave, mais aussi contre une trahison au sein de sa propre équipe. Le lendemain, une nouvelle choc arriva. Les enregistrements de la carte d'accès que Marc avait fait analyser avaient été complètement effacés du système. Quelqu'un de l'intérieur avait délibérément supprimé ces données afin de retarder l'enquête. Marc convoqua d'urgence une réunion, mais ne reçut que des silences et des réponses évasives. Il devinait clairement que quelqu'un protégeait un secret à tout prix. Ce soir-là, Marc se renferma dans son bureau, la lampe projetant une lumière faible sur le dossier de Gustave. Il savait que poursuivre l'enquête augmenterait sa dangerosité, mais le regard plein d'espoir de Léo et sa demande désespérée résonnaient dans son esprit. Serrant le vieux bracelet-montre que Léo lui avait donné, Marc décida « Quoi qu'il arrive, je ferai éclater la vérité. » Sortant du commissariat dans le froid mordant, Marc tenait fermement le bracelet-montre, le seul lien tangible avec une affaire enveloppée de mystère. Dehors, il téléphona à Julie en disant « Julie, j'ai besoin de ton aide. Rends-toi chez moi immédiatement, c'est urgent. » D'un ton bref, il raccrocha. Chez lui, Marc étala toutes les preuves sur la table. La vidéo trafiquée, la confession forcée de Georges Mendes, les données supprimées de la carte et la trahison de Thierry. Julie écouta, le visage se faisant de plus en plus sérieux. « Marc, tu sais que si tu continues, tu affronteras tous ceux qui tentent d'enterrer cette vérité, » murmura-t-elle doucement. Marc soupira profondément. « Je sais, mais je ne peux pas abandonner, ni pour moi, ni pour Léo, ni pour toi. Rappelle-toi que ce gamin t'a sauvé la vie sans penser à lui. Je lui dois ça. » Julie posa sa main sur l'épaule de Marc, les yeux résolus. « Alors, nous ferons face. Ensemble, pour Léo et pour tous ceux qui pourraient être les prochaines victimes de cette injustice. » Marc serra fermement sa main. Avec Julie à ses côtés, il se sentait prêt à affronter n'importe quel obstacle. Le lendemain matin, Marc alla trouver Léo, qui était assis sur les marches de son modeste appartement, le visage s'illuminant en le voyant. « Tonton Marc, as-tu des nouvelles ?» demanda Léo, les yeux pleins d'espoir. Marc s'assit à côté de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Léo, j'ai besoin de ton aide. Cela pourrait être dangereux, mais je ne peux pas faire cela seul. » Léo acquiesça aussitôt, la détermination clairement visible sur son visage. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Marc tendit à Léo une photo de Georges Mendes. « J'ai besoin que tu ailles parler à nouveau avec lui. Il a peur. Mais si c'est toi qui lui parles, il dira peut-être la vérité. » Léo observa la photo quelques instants avant de lever les yeux vers Marc avec assurance. « Je le ferai pour mon père et pour toi, » déclara-t-il. Sous le regard attentif de Marc, Léo se rendit à l'immeuble où Georges habitait. Quand Georges ouvrit la porte et vit le garçon, il fut surpris, mais ne referma pas la porte. « Monsieur Mendes, je m'appelle Léo. Je suis le fils de Gustave Silva. » commença Léo d'une voix posée mais ferme. « Mon père ne mérite pas d'être emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Je ne peux pas régler cela, tout seul, mais vous le pouvez. Si vous ne dites pas la vérité, elle restera enfouie pour toujours. » Georges hésita longuement, puis accepta finalement en disant «
Très bien, Léo, je dirai la vérité, mais j'ai besoin d'une protection. Un sourire d'espoir éclaira le visage de Léo. Je vais prévenir tonton Marc. Vous serez en sécurité. Le jour suivant, sous la protection de Marc et d'une équipe d'enquêteurs de confiance, Georges se présenta au commissariat pour déposer un nouveau témoignage. Il révéla que Thierry l'avait forcé à mentir, qu'il avait trafiqué la vidéo et orchestré les preuves qui incriminaient Gustave. Thierry a accepté de l'argent d'un groupe criminel pour dérober cette cargaison. Mon père n'était qu'un bouc émissaire parce qu'il travaillait comme agent de sécurité à l'entrepôt, dit Georges, la voix empreinte d'amertume. Marc écouta attentivement, serrant les poings, voyant les pièces du puzzle s'assembler enfin. Thierry n'avait pas seulement trahi ses collègues, il avait anéanti la vie d'un homme innocent pour protéger ses propres intérêts. Marc décida alors de confronter Thierry lui-même. Il le retrouva dans une salle de réunion, où Thierry feuilletait des dossiers comme si de rien n'était. « Thierry, dit Marc d'une voix ferme et déterminée, j'ai toutes les preuves de ton mensonge, de la falsification des éléments et de ta corruption. Je suis prêt à t'emmener en justice. » Thierry leva les yeux, esquissant un sourire en coin. « Tu crois vraiment pouvoir m'avoir, Marc ? Ce service a besoin de gens comme moi, pas d'idéaux irréalistes. » Marc s'approcha, fixant intensément Thierry, et répliqua « La justice n'a pas besoin de personne comme toi. Tu as terni cet endroit, et je vais tout remettre en ordre. » Lorsque Thierry tenta de partir, l'équipe de Marc bloqua la porte, et il fut immédiatement menotté. Marc ne le quitta pas des yeux jusqu'à ce qu'il soit escorté hors des lieux. Plus tard, Marc resta immobile près de la fenêtre de son bureau, observant la lumière du matin se frayer un chemin entre les hauts immeubles. Même si Thierry avait été arrêté, le soulagement était tempéré par la conscience de la lutte à venir. Ces derniers jours, Marc avait passé chaque instant à préparer les preuves, rassembler les témoignages, notamment celui de Georges, et organiser tout pour que, ce jour-là, l'affaire de Gustave Silva soit réexaminée lors d'une audience spéciale. Marc savait que ce n'était pas seulement une opportunité de libérer son père, mais aussi un signe que la vérité avait sa valeur, quoi qu'il en coûte. Léo, sa mère Catherine et Marc entrèrent ensemble dans la salle d'audience. Léo serrait la main de sa mère de toutes ses forces en regardant son père, Gustave, escorté et menotté. Le visage de Gustave était fatigué, mais ses yeux brillaient d'une foi intense en voyant sa famille réunie. Marc s'avança, posa une main sur l'épaule de Gustave et murmura « Aujourd'hui est ton jour, je ferai tout pour te ramener à la maison. » Gustave acquiesça d'une voix ferme, mais basse. « J'ai confiance en toi, Marc, et en Léo. » L'audience commença, et la tension était palpable. L'accusation présenta d'anciennes preuves, affirmant que la vidéo de surveillance et les témoignages précédents étaient irréfutables. Quand vint le tour de Marc, il monta à l'estrade avec une confiance mesurée et déclara « Votre honneur, je demande la révision des preuves de cette affaire. Les éléments originaux ont été trafiqués par une personne au sein de notre système. » Il expliqua en détail comment la vidéo avait été modifiée, comment les enregistrements de la carte avaient été effacés, et surtout, il présenta le nouveau témoignage de Georges Mendes, contraint de mentir. Georges fut appelé à témoigner. D'abord nerveux, il se calma, en voyant Léo assis au fond de la salle. « Mon témoignage initial n'était pas sincère », confessa-t-il d'une voix tremblante mais claire. L'inquiété menacé et obligé par le lieutenant Thierry à dire que j'avais vu M. Gustave sur les lieux, alors qu'en réalité, je n'ai rien vu. Ces mots provoquèrent un murmure dans l'audience. L'accusation tenta de discréditer Georges, mais Marc présenta rapidement d'autres preuves montrant que Thierry avait accepté des pots de vin d'un groupe criminel pour fabriquer le dossier. Marc conclut son intervention avec fermeté. Personne n'a le droit de priver un innocent de sa liberté pour des intérêts personnels. Gustave Silva a perdu plus d'une année de sa vie à cause de cette injustice. Et aujourd'hui, je demande qu'on lui redonne ce qu'il mérite, sa liberté et sa dignité. Après un long moment de silence, le juge déclara « Sur la base des nouvelles preuves et des témoignages,
Ce tribunal annule la condamnation de M. Gustave Silva qui doit être immédiatement libéré. Un petit sanglot s'échappa de Léo en voyant son père se voir retirer ses menottes. Gustave serra Catherine et Léo dans ses bras, des larmes coulant sur son visage, mais un sourire illuminait ses traits. « J'ai toujours su que tu ne m'abandonnerais jamais », murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Thierry ne put plus fuir la vérité. Après son arrestation, il fut confronté à de multiples accusations, allant de la falsification de preuves et de l'acceptation de pots de vin à l'abus d'autorité. Le dossier de Thierry n'exposa pas seulement une corruption individuelle, il ébranla tout le système. Malgré la forte pression des anciens collègues, Marc resta concentré sur sa mission de nettoyer le système, toujours soutenu par Julie, qui l'avait accompagné tout au long de cette épreuve. Quelques jours plus tard, Marc rendit visite à la famille Silva dans leur petit appartement. Gustave commençait déjà à réparer de vieux meubles et à réorganiser ce qui avait été négligé. « Marc, je te dois énormément », dit Gustave, les yeux remplis de reconnaissance. Marc sourit et répondit « Tu ne me dois rien. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est toi, Léo. Ce garçon m'a appris que la justice ne doit jamais être réduite au silence. » Léo serra fort Marc dans ses bras. « Merci, oncle Marc. Tu nous as rendu ce que nous avions perdu. » Pendant ce temps, Julie aida Catherine à obtenir un meilleur emploi dans un petit bureau en ville, et Gustave accepta une offre pour travailler au service de maintenance de la police. Une chance de reconstruire sa vie. Inspiré par les épreuves traversées par sa famille et guidé par sa foi en la justice, Léo décida qu'un jour, il deviendrait avocat. L'ancien bracelet-montre, maintenant réparé, en vint à symboliser le parcours de la famille Silva, passant des ténèbres à la lumière. Ce jour-là, le soleil se leva derrière les immeubles anciens d'un grand et renommé département de France, inondant la ville d'une lumière qui semblait plus chaude que jamais. Après une longue période passée dans l'ombre, la famille Silva trouva enfin la paix dans leur modeste appartement. Les rires résonnaient, tandis que Léo aidait son père à trier de vieux objets. Gustave, libéré du poids des douleurs accumulées, polissait avec soin le vieil appareil, un rappel constant de la patience et de l'espoir qui l'avait soutenu dans les pires moments. « Ce bracelet nous a guidés dans les jours les plus difficiles, » dit Gustave, les yeux pétillants en le tendant à Léo. « Maintenant, il t'appartient. » Léo fixa le bracelet à son poignet et déclara « Je n'oublierai jamais ce que nous avons vécu et je garderai cette foi vivante. » Au commissariat, Gustave commença son nouveau travail comme concierge. Bien que ce poste ne fût pas prestigieux, il représentait un nouveau départ porteur de sens. Marc rendait régulièrement visite à Gustave pour discuter et l'encourager, et Julie lui apportait parfois un encas à partager. Grâce à l'aide de Julie, Catherine décrocha un emploi stable dans un bureau proche, allégeant ainsi les longues heures épuisantes qu'elle avait autrefois endurées. Petit à petit, la vie des Silva reprit des couleurs, désormais teintées de gratitude et d'optimisme. Rapidement, Léo devint non seulement la fierté de sa famille, mais également un véritable héros pour tout le quartier. Une photo, le montrant en train d'aider Julie, fit le tour des réseaux sociaux, suscitant l'admiration pour son courage. Son école reconnut son geste héroïque en lui décernant une bourse spéciale pour soutenir ses rêves. Un après-midi, Léo se rendit au commissariat pour remercier Marc, portant dans ses bras un petit carnet rempli de leçons apprises durant son parcours. « Oncle Marc, merci d'avoir cru en moi. Je n'oublierai jamais ce que toi et tante Julie avez fait pour notre famille, » dit-il, les yeux étincelants. Marc feuilleta le carnet avec fierté et commenta « Léo, tu m'as appris une leçon inestimable. Ne cesse jamais de lutter pour la justice, aussi difficile que soit le chemin. » Ce soir-là, la famille Silva se réunit autour d'une table simple mais chaleureuse. Catherine riait, tandis que Gustave et Léo se chamaillaient gentiment pour savoir qui emballait les cadeaux mieux.
Puis Léo annonça d'un ton sérieux, « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que nous avons vécu. Je veux aider ceux qui ont été traités injustement. Je veux devenir avocat. » Gustave posa une main sur l'épaule de son fils, les yeux embués de larmes, et dit « Léo, je sais que tu y arriveras. Tu te battras pour la justice, non seulement pour notre famille, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas de voix. » Catherine sourit, émue. « Mon fils, tu prouves que l'on peut tout changer si l'on persévère. » Quelques semaines plus tard, Marc organisa une rencontre pour Léo avec une institution offrant une assistance juridique gratuite aux personnes dans le besoin. Là, Léo rencontra Renata, une avocate renommée et passionnée par la justice. « Alors, tu dois être Léo, » dit Renata en lui serrant chaleureusement la main. « Marc m'a beaucoup parlé de toi. Ton histoire est vraiment inspirante. Nous avons besoin de personnes comme toi. » Un peu nerveux, Léo répondit avec détermination « Je veux juste apprendre et aider. Je crois que si chacun fait sa part, le monde sera un peu meilleur. » Renata échangea un regard complice avec Marc et Julie, puis déclara « Commençons dès aujourd'hui. Nous te préparerons pour cette aventure. » En quittant le bâtiment, Léo leva les yeux vers le ciel d'un bleu limpide. Le bracelet de son père ornait fermement son poignet, lui rappelant que ce voyage n'était pas seulement le sien, mais celui de toute sa famille et de la communauté. Marc et Julie l'observaient depuis le trottoir. Julie se pencha vers Marc et murmura « Ce garçon va accomplir des choses incroyables. » Marc répondit avec fierté « Certainement, Léo n'est pas seulement courageux, il incarne le changement. » À chaque pas, Léo sentait un avenir nouveau s'ouvrir devant lui, un avenir où il ne se contenterait pas de raconter son histoire, mais écrirait de nouveaux chapitres sur la justice, l'espoir et le courage. Léo entra ensuite dans le bureau de l'institution d'assistance juridique, un espace modeste mais bien organisé, dont les murs étaient ornés de photos, de cas réussis et de personnes aidées. Madame Renata, qu'il avait rencontrée la semaine précédente, l'accueillit à la réception avec un sourire chaleureux. « Léo, ravi que tu sois là. Allons-y, » dit-elle aimablement. Léo acquiesça, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. Ce jour marquait le début de son travail bénévole, et bien que ses premières tâches fussent de simples classements et saisies de données, c'était le premier pas vers son rêve de devenir avocat. Dans les semaines qui suivirent, Léo apprit à gérer des documents, à prendre soigneusement des notes lors de dépôts et à se familiariser avec les procédures juridiques. Il restait souvent tard pour étudier les dossiers et comprendre les vies des personnes que l'institution venait en aide. Un jour, Renata apporta une nouvelle pile de dossiers et les posa devant Léo. « Voici les affaires sur lesquelles nous travaillons actuellement. Choisis celle qui t'intéresse et nous en discuterons, » dit-elle. Léo parcourut les pages, ses yeux s'illuminant, en lisant des histoires de personnes ayant affronté d'immenses difficultés tout en montrant une résilience incroyable. Il s'arrêta sur un dossier concernant un père célibataire qui avait perdu la garde de son enfant à cause d'une accusation mensongère de violence domestique. « Madame Renata, cette affaire ressemble beaucoup à celle de mon père. Cette personne a besoin d'aide, » dit Léo, la voix chargée d'émotion. Renata sourit et répondit « Très bien, Léo. Nous travaillerons ensemble sur ce dossier. Nous lui rendrons justice. » Rapidement, Léo montra qu'il était plus qu'un simple jeune déterminé. Il était perspicace et attentif, identifiant les failles dans les preuves, interrogeant les témoins sous la supervision de Renata et proposant même des idées souvent négligées par les avocats. Après une réunion sur l'affaire, Renata appela Léo dans son bureau et dit « Léo, tu as un potentiel énorme, mais il faut le cultiver. Veux-tu suivre un cours basique de compétences juridiques? Je prendrai en charge tous les frais. » Léo, les yeux écarquillés d'émerveillement, répondit « J'adorerais, merci infiniment. »
En plus de son travail au sein de l'institution, Léo retournait fréquemment dans son ancien quartier pour partager l'histoire de sa famille avec ses amis et d'autres enfants qui vivaient dans des conditions difficiles. Un jour, il s'adressa à un groupe d'étudiants communautaires et raconta son parcours. « Je me sentais sans valeur dans ce vaste monde, mais grâce à la foi de ma famille et au soutien que j'ai reçu, j'ai compris que chacun d'entre nous peut faire une différence. La justice n'est pas un idéal lointain, elle commence par votre courage, dit-il. » Ces paroles touchèrent profondément l'auditoire. Le garçon qui, autrefois, errait la tête baissée dans des ruelles étroites, était désormais une lumière pour beaucoup. Plus tard, dans la modeste maison familiale, Gustave, Catherine et Léo se réunirent après le dîner. Gustave sourit en regardant son fils et dit « Léo, tu as accompli des choses dont je n'avais jamais osé rêver. As-tu pensé à poursuivre tes études pour devenir un véritable avocat ?» Léo serra la main de son père et répondit « Avec assurance, j'ai pris ma décision, père. Je ferai tout pour entrer en faculté de droit. Je veux aider des gens comme toi, ceux qui ont été traités injustement et qui n'ont pas de voix. » Catherine, les yeux embués de larmes, sourit et dit « Mon fils, tu prouves que tout peut changer si on persévère. » 5 ans plus tard, Léo obtint son diplôme de droit avec mention, grâce au soutien de l'institution et à une bourse spéciale, décernée le jour de sa remise de diplôme. À cette occasion, il reçut une lettre de Marc et Julie. « Cher Léo, nous avons toujours cru que tu ferais de grandes choses, mais surtout, tu as gardé ton cœur pur et ta passion pour la justice vivante. Nous sommes extrêmement fiers de toi. Continue sur cette voie et n'oublie jamais ce que tu as accompli pour ta famille et pour nous. Avec toute notre affection, Marc et Julie. » En lisant cette lettre, Léo ressentit une profonde fierté. Non seulement il avait atteint ses objectifs personnels, mais il était aussi devenu un symbole d'espoir et de changement, exactement comme Marc l'avait toujours imaginé. Pourtant, l'histoire de Léo ne s'arrêtait pas là. Devenu un avocat passionné, il retourna dans le quartier où il avait grandi et ouvrit un petit cabinet pour aider les personnes démunies. Chaque jour, il regardait le bracelet réparé que son père lui avait offert et se souvenait des épreuves traversées. Léo apprit que la justice n'était pas un concept abstrait, mais qu'avec détermination et courage, elle pouvait être accessible à tous. Au fil du temps, l'histoire des Silva se répandit dans tout le pays. Léo, désormais avocat respecté, consacrait sa vie à défendre ceux qui n'avaient pas de voix. Son modeste cabinet, situé dans l'ancien quartier, devint un véritable phare d'espoir pour quiconque recherchait la justice, quel que soit son milieu. Un matin, alors que Léo rangeait quelques dossiers, une dame âgée entra dans le cabinet. Bien que son visage trahisse la fatigue, ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Monsieur Carter, j'ai besoin de votre aide, » dit-elle d'une voix tremblante. Léo l'invita à s'asseoir et l'écouta attentivement, tandis qu'elle, nommée Irène, racontait comment sa famille avait perdu sa maison à cause d'un procès injuste. Une grande entreprise avait falsifié des documents afin de s'approprier leur propriété, et le tribunal local avait rejeté leur appel. Léo fronça les sourcils, ressentant l'injustice à chaque mot, et répondit « Je vais vous aider, mais ce dossier est très compliqué. Nous allons devoir affronter un adversaire puissant. » Cherchant conseil, Léo se tourna vers Marc, désormais à la retraite mais toujours un mentor pour lui. « Tonton Marc, ce dossier est vraiment difficile. L'entreprise a de l'argent et de l'influence. J'ai peur de ne pas pouvoir les affronter seul, » avoua Léo. Marc posa une main rassurante sur l'épaule de Léo, son regard débordant de confiance, et déclara « Léo, tu as déjà surmonté des défis beaucoup plus grands. Rappelle-toi que la justice, bien que difficile à obtenir, en vaut toujours la peine. Tu ne te bats pas uniquement pour Irène, mais pour tous ceux qui ont peur de se faire entendre. » Les paroles de Marc ravivèrent la détermination de Léo, qui rassembla alors une équipe de jeunes avocats passionnés par la cause. La bataille judiciaire dura plusieurs mois, ponctuée de débats intenses au tribunal.
L'équipe de Léo travailla d'arrache-pied pour rassembler les preuves, localiser les témoins et contrer les stratégies malhonnêtes de l'entreprise. À chaque moment de doute, Léo se rappelait de sa famille et de la promesse qu'il s'était faite de ne jamais laisser quelqu'un souffrir comme son père l'avait fait. Finalement, après de longs et difficiles procès, le verdict tomba. Irène et sa famille récupéreraient leur maison et recevraient une compensation de la part de l'entreprise. Émue, Irène serra les mains de Léo et dit « Vous n'avez pas seulement sauvé ma famille, vous avez ravivé ma foi en la justice. » Léo sourit, ressentant un profond soulagement et une immense satisfaction. Il savait que cette victoire n'était pas seulement pour une famille, mais un message pour tous ceux qui croyaient encore que la justice était possible. Le cabinet de Léo continua de se développer, devenant non seulement un lieu de travail juridique, mais aussi un centre de formation pour de jeunes avocats engagés dans la communauté. Il organisa des ateliers gratuits pour enseigner aux habitants leurs droits et comment se protéger légalement. Un jour, un garçon timide d'environ 12 ans frappa à la porte du cabinet et d'une voix hésitante déclara « Je veux apprendre à être comme vous. Pouvez-vous m'apprendre » Léo regarda le petit avec tendresse, y voyant un reflet de son propre passé, et lui répondit en souriant « Bien sûr, mais sache que pour suivre cette voie, il faut avoir du courage et un cœur sincère. Es-tu prêt ?» Le garçon acquiesça, les yeux brillants de détermination. Des années plus tard, l'histoire de Léo Carter devint bien plus que le récit d'un cas ou d'un combat juridique. Elle en vint à symboliser le courage, la force, de la foi et la capacité de transformer le monde avec de simples gestes de bonté. Le vieil bracelet-montre, offert par son père, reposait dans une vitrine au cabinet, rappelant sans cesse que toute grande aventure commence par un acte de bravoure. Léo ne se contenta pas de devenir un avocat prospère. Il devint aussi un mentor et un ami pour tous ceux qui recherchèrent la justice. Son héritage continua d'inspirer des générations, tel un feu éternel. Au fil du temps, le cabinet de Léo Carter devint un véritable symbole d'espoir dans son ancien quartier. Les habitants n'hésitaient plus à se lever contre l'injustice, sachant qu'ils pouvaient compter sur la lutte acharnée de Léo et de son équipe. Un beau jour, Léo reçut une lettre de la Réseau mondial pour la justice, un groupe international, d'avocats engagés à aider les opprimés. La lettre l'invitait à rejoindre le conseil consultatif, affirmant que son combat local pouvait inspirer un changement à l'échelle mondiale. « Ton histoire peut éclairer bien des chemins », disait-elle. Assis dans son modeste bureau, Léo lut et relut la lettre, ressentant à la fois fierté et une pointe d'hésitation, car rejoindre ce réseau signifierait quitter le quartier qui l'avait façonné. Il convoqua alors une réunion avec son équipe, composée des jeunes avocats qu'il avait formés. « J'aimerais connaître vos avis sur cette opportunité, » dit-il doucement. « Cela pourrait ouvrir un nouveau chapitre. Mais j'ai peur qu'en partant, nous perdions notre connexion avec la communauté. » L'une des avocates, Claudine, s'avança avec admiration dans ses yeux et déclara « Léo, tu nous as tous inspirés. Si tu pars, nous continuerons ce que tu as commencé. Ce cabinet gardera son âme, car tu as bâti un héritage plus grand que nous tous. » Ému par les mots de Claudine, Léo comprit qu'il n'était pas seul dans sa mission. Quelques semaines plus tard, Léo décida d'accepter l'invitation du Réseau mondial pour la justice. Avant de partir, il organisa une fête dans le quartier afin d'exprimer sa gratitude et de dire au revoir. Lors de l'événement, Marc et Julie étaient présents, apportant en cadeau une photo encadrée de Léo avec sa famille, prise le jour où Gustave fut libéré. Marc sourit en posant la main sur l'épaule de Léo et déclara « Léo, tu n'es pas seulement la fierté de notre famille, tu es le symbole du changement. Tu as montré que, peu importe d'où nous venons, tant que nous ne renonçons pas, nous pouvons accomplir de grandes choses. » Julie ajouta, « Et où que tu ailles, ton cœur restera toujours ici. » Avec la voix pleine d'émotion, Léo serra la photo en disant
Je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait. Pour moi et ma famille, ce n'est pas un adieu, c'est le début d'un nouveau chapitre. Léo se mit alors au service du réseau mondial pour la justice, voyageant dans des régions où l'injustice régnait et où les systèmes juridiques étaient fragiles. Dans un petit village d'Afrique, il aida un groupe de femmes à récupérer des terres qui leur avaient été illégalement confisquées. En Asie du Sud-Est, lui et son équipe se battirent pour libérer des enfants exploités dans le travail forcé. Partout où il allait, Léo laissait derrière lui bien plus que des victoires judiciaires. Il semait l'espoir et le sentiment que la justice était accessible. Un jour, en revenant dans son ancien quartier pour rendre visite à sa famille, Léo fut surpris de voir une fresque peinte sur un mur près de son ancien cabinet. Sur le mur, on pouvait voir Léo entouré de membres de la communauté, le bras levé dans un geste symbolique de justice. Un habitant s'approcha en souriant et lui dit « Nous voulions que tout le monde se souvienne. Qu'où que tu ailles, ton esprit reste ici. » Léo effleura la fresque du bout des doigts et ressentit une chaleur intense dans son cœur. Même si le chemin à venir était encore long, il savait qu'il avait réalisé le rêve de son père de faire de ce monde un endroit plus juste. Léo Carter devint un nom reconnu non seulement parmi les avocats internationaux, mais aussi dans le cœur des habitants du quartier où il avait grandi. Son héritage ne se limitait pas au seul succès judiciaire, mais incarnait la conviction que grâce au courage et à la persévérance, la justice pouvait bénéficier à tous, peu importe leurs origines. Durant son passage au sein du réseau mondial pour la justice, Léo bâtit un réseau d'alliés, jeunes avocats, activistes sociaux et leaders visionnaires, qui lancèrent ensemble d'innombrables projets d'aide juridique et d'éducation pour donner aux communautés marginalisées les moyens de lutter contre l'injustice. Un jour, Léo reçut un appel de Claudine, sa collègue, dont la voix mélangeait joie et une pointe de nervosité. « Léo, il y a quelqu'un ici qui tient vraiment à te rencontrer. Il m'a dit que ton histoire l'avait tellement inspiré qu'il s'est décidé à se battre pour la justice. » Intrigué, Léo retourna dans son ancien cabinet le lendemain et trouva un jeune homme qui l'attendait. Le jeune, les yeux étincelants d'espoir, dit « Je m'appelle Noah, monsieur Carter. Depuis petit, après avoir entendu votre histoire, j'ai toujours voulu être comme vous. » Noah expliqua qu'il venait de terminer ses études de droit et qu'il souhaitait rejoindre l'équipe de Léo pour apprendre. Il raconta comment, des années auparavant, l'intervention de Léo pour défendre la justice pour son père avait changé sa vision du monde. Léo sourit, hocha la tête et déclara « Noah, si tu veux aider les autres, tu es prêt. La justice n'attend pas que nous soyons parfaits, elle attend que nous agissions. Allons-y !» Noah montra rapidement toute sa détermination et son engagement. Léo lui confia alors des dossiers moins complexes, tout en le guidant. Noah perfectionna ses compétences juridiques et comprit qu'il fallait de la patience et de l'empathie pour gagner la confiance de la communauté. Un jour, alors qu'il travaillait sur une affaire complexe de conflits fonciers, Noah déclara « Je comprends maintenant, monsieur Carter. Nous ne sommes pas seulement des avocats, nous sommes des ponts qui relient les sans-voix à la justice. » Léo sourit, fier, et répondit « Exactement, Noah. Je suis convaincu que tu deviendras encore meilleur que moi. » Au fur et à mesure que Noah prenait en charge des affaires plus importantes, Léo réalisa qu'il avait accompli l'une de ses plus grandes missions, transmettre son savoir et son esprit à la nouvelle génération. Son cabinet se transforma en une équipe de jeunes avocats, chacun avec sa propre histoire, mais unis par le même idéal de construire un monde plus équitable. Léo décida ensuite d'écrire un livre intitulé « Là où commence la justice ». Ce n'était pas simplement un récit de sa vie, mais un message à tous ceux qui se sentent impuissants face aux injustices. Dès que vous faites le premier pas, la justice vous suivra. Le livre devint un véritable succès, enseigné dans les facultés de droit et intégré au programme d'éducation communautaire. Même en voyageant à travers de nombreux pays, Léo revenait toujours auprès de sa famille. Gustave, désormais retraité, passait ses après-midi sur le balcon à réparer de vieux outils
tandis que Catherine, toujours souriante, l'accueillait avec un bon repas fait maison dès son arrivée. « Maman, papa, j'ai l'impression que tout ne fait que commencer », disait-il lors de réunions familiales. Gustave riait et tapotait l'épaule de son fils. « C'est vrai, Léo, les débuts sont toujours les plus difficiles. Tu as déjà tout ce qu'il te faut pour continuer. » Des années plus tard, en donnant des cours à de futurs juristes, Léo aperçut dans leurs yeux la même étincelle qu'il avait autrefois. « Vous avez parfois l'impression que le monde est trop vaste et que les injustices sont immenses, » leur disait-il. « Mais souvenez-vous que tout changement commence par un petit acte, une décision courageuse, une action juste, une voix qui refuse de se taire. » Et il concluait son cours par ces mots. La justice n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on mène construit, et vous en serez les bâtisseurs. En sortant de la salle, Léo ressentait une paix intérieure profonde, conscient que son histoire n'appartenait plus qu'à lui, mais faisait désormais partie d'un grand mouvement intergénérationnel pour la justice. Après des années passées au sein du réseau mondial pour la justice, Léo parcourut des dizaines de pays, défendant les droits des peuples autochtones dans la région amazonienne et libérant des victimes de travail forcé en Asie. Chaque fois qu'il concluait une affaire, il ressentait à la fois une immense joie et la dure réalité qu'il restait encore des millions de personnes en détresse. Dans une petite salle du Kenya, alors qu'il rédigeait un rapport, Léo reçut un appel de Claudine. « Léo, il y a une nouvelle affaire dont tu dois prendre connaissance. Cette fois, il s'agit de travailleurs cruellement maltraités dans une grande usine aux États-Unis. Il semblerait qu'en plus d'exploiter leurs employés, ils soient mêlés à une corruption de haut niveau. » Léo soupira. Mais son regard, déterminé, ne trahissait aucune hésitation. « Envoie-moi tous les détails, Claudine. Je reviens immédiatement. » De retour chez lui, Léo ressentit à la fois la familiarité et une tension croissante. Ce dossier n'était pas seulement complexe d'un point de vue juridique, il impliquait des forces politiques et économiques puissantes. Rapidement, Léo réunit son équipe, incluant Noah et plusieurs jeunes avocats, pour entamer l'enquête. Ils découvrirent que l'usine non seulement enfreignait les lois du travail, mais utilisait aussi des tactiques d'intimidation pour faire taire les employés lors des réunions. Ainsi se poursuit l'histoire de Léo Carter, un jeune garçon qui, en sauvant une vie, a déclenché une chaîne d'événements qui ont redéfini le destin de sa famille et de son quartier, traçant un chemin inébranlable vers la justice et l'espoir dans toute une nation.